Alors, neurosciences de la personnalité, nous sommes le 17 avril 2019, première partie. Alors, le but aujourd'hui est de vous présenter le fonctionnement de ce qu'on appelle un individu. Non pas tant pour que vous vous reconnaissiez à travers ce que je vais dire, mais surtout pour comprendre l'articulation des différentes couches de l'être humain au niveau de son fonctionnement, pas physiologique, même si ça s'inscrit dans la physiologie, mais à tous les niveaux. Un être humain est un assemblage, au niveau de sa personnalité, de plusieurs composantes. Ces composantes s'observent en 5 couches. Ces couches vont du niveau le plus archaïque au niveau le plus différencié, au niveau de ce qu'on nomme la cognition ou le comportement. La première chose qui apparaît, c'est bien évidemment, et le niveau le plus profond, c'est l'organisation des 3 cerveaux. En neurosciences, on sait très bien qu'on est constitué de 3 cerveaux. Le premier cerveau, qu'on appelle le cerveau archaïque ou cerveau reptilien, qui correspond anatomiquement aux couches les plus profondes du cerveau, c'est-à-dire l'hypophyse, l'hypothalamus, l'épiphyse et toutes les structures automatiques situées dans le tronc cérébral, la respiration, les battements du cœur, toutes les régulations dites centrales, c'est-à-dire la régulation de la faim, de la soif, du sommeil, la régulation de la température, qui n'a pas besoin de la cognition ou de la conscience de l'homme, parce que ce sont des processus automatiques. La marche, par exemple, est un processus automatique, dont on fait l'apprentissage à l'âge d'1 an en moyenne. Et une fois que c'est intégré, on n'a plus besoin d'y penser. Donc retenez 5 couches. Je vais vous montrer après les images. La première couche, donc, c'est la constitution anatomique de ces 3 cerveaux. Premier cerveau, le plus profond, c'est le cerveau reptilien. Il y a tous les noyaux centraux qui sont autour du thalamus. Là où il y a les fameux ventricules latéraux que vous avez travaillés en travaillant avec vos mains de chaque côté de la tête. D'accord ? Or, ces 3 cerveaux fonctionnent de façon un peu particulière. Nous avons tous un cerveau, parmi les 3, qui est sur le devant de la scène. Ensuite, nous avons tous un deuxième cerveau, qui est différent, ça peut être le reptilien ou autre, qui est le cerveau d'appui, c'est-à-dire qui va coopérer au cerveau qui est sur le devant de la scène. Et vous avez un 3e cerveau, la 3e composante, je ne vous ai pas encore défini les 2 autres, qui lui est en opposition, toujours. Hein ? Alors, après le cerveau reptilien, on a une structure, et là aussi au niveau phylogénétique, au niveau créatif, dans ce qu'on appelle l'évolution, ces cerveaux sont censés être apparus successivement dans le temps, dans la paléogénèse. Après le cerveau reptilien, vous avez ce qu'on appelle le cerveau limbique, ou cerveau intermédiaire, qui est censé faire le lien entre le cerveau automatique reptilien et ce qu'on appelle la cognition, qui est liée à la matière grise. D'accord ? Ce cerveau dit limbique, c'est le cerveau des émotions, le cerveau émotionnel. Et le 3e cerveau, bien sûr, c'est le néocortex, structure la plus récente cérébrale, la matière grise. Et que ces 3 cerveaux sont sous la dictature inscrite dans l'anatomie, mais aussi dans l'hérédité, on verra comment, par l'activité d'un neuromédiateur essentiel, qui sont, pour le cerveau reptilien, la sérotonine, pour le système dit limbique,
Ça s'appelle l'adrénaline et la noradrénaline. Alors retenez pas ce nom chimique, je vous les donne, mais c'est surtout que ça induit des comportements. Pour la cognition, c'est-à-dire pour le néocortex, c'est la dopamine, l'amine qui dope. Qui dope, oui. Et l'ensemble de ces trois cerveaux baigne dans un neuromédiateur qu'on appelle l'acétylcholine, qui est responsable du mouvement musculaire, parce que vous savez que dans les muscles, vous avez le nerf qui arrive, qui libère des vésicules d'acétylcholine, qui déclenche la contraction musculaire. Dans le cerveau aussi, ça baigne dans ce bain d'acétylcholine. Chaque neuromédiateur et donc chaque cerveau crée ce qu'on appelle les comportements primaires, qui sont toujours les mêmes chez chaque être humain. Donc, à ce niveau-là, la seule spécificité, la seule différence qui existe entre les êtres humains, et là ça a été démontré aussi, c'est l'hérédité, c'est le transgénérationnel, et c'est l'expérience de vie que vous menez entre 0 et 7 ans, que ce soit par l'enseignement, l'éducation, les nourritures affectives et familiales, qui vont donc dicter tous vos comportements à l'âge adulte. Absolument tous vos comportements. Ces comportements ont des noms très précis. Au niveau du cerveau reptilien, le cerveau archaïque, on a vu que c'était la sérotonine, et il induit le comportement primaire qui a été appelé l'évitement de la souffrance, par celui qui a créé ce modèle, que j'ai préféré appeler l'attitude face à l'épreuve, quelle que soit l'épreuve. Les travaux de Laborit nous ont appris que face à une épreuve, maladie, sur la scène de vie ou autre, face à une épreuve, face à un événement, vous n'avez que 3 choix. La fuite, premier réflexe de survie, la lutte, deuxième réflexe de survie, ou la sidération, c'est-à-dire comme l'autruche, vous mettez dans le système d'un sein, ce qu'on appelle le déni. Le deuxième comportement primaire est lié à l'adrénaline et la noradrénaline, et il induit le comportement qui est nommé le besoin de récompense. Globalement, c'est le niveau de socialité de l'être humain et d'interaction avec ses congénères. Le cerveau reptilien, et j'ai des tableaux pour ça, je vous montrerai, donc ce n'est pas la peine de noter, puis vous aurez le fichier. Le cerveau reptilien est lié, bien sûr, à l'acquisition des processus automatiques, aux stratégies de survie, de défense. Et c'est à ce niveau que se situe le mythe de l'individualité, c'est-à-dire de se croire un individu. On sait aujourd'hui pertinemment, avec des moyens chimiques, comment rompre ce rêve d'individualité. On a parlé des antéogènes. Le plus important de cela, bien sûr, c'est la salvia divinorum, la sauge des devins. La salvinorine, c'est la molécule, puisqu'on sait très bien que de manière chimique, on peut supprimer totalement l'individualité d'un individu. On peut le faire aussi avec des champs magnétiques, chose que font les Canadiens et les Australiens. Le troisième cerveau, lui, le néocortex, on l'a vu, c'est la dopamine. Et il est lié à ce qu'on appelle, au niveau comportemental, à la recherche de nouveautés. Le nouveau-né baigne dans un bain de dopamine qui va être responsable de tous ses apprentissages. Et de tous ses comportements primaires par rapport à ça, c'est-à-dire la recherche de nouveautés. Déjà, vous voyez un truc très simple dans la vie, vous avez les conservateurs et vous avez les créatifs. Les créatifs sont sous l'influence de ce qu'on appelle l'intuition, peu importe, mais c'est le néocortex. C'est toute ta capacité à se projeter dans le futur, à donner un sens, à rêver, à créer. La recherche de nouveautés, c'est aussi la prise de risque. Et vous vous doutez bien que le plus souvent, il y a une opposition, même si parfois ça peut s'associer, entre le néocortex
qui est la couche la plus superficielle, la matière grise, et ce comportement qu'on a appelé la recherche de nouveauté, qui va être totalement à l'opposé et en contradiction apparente avec quoi? Avec l'attitude face à l'épreuve, ou l'évitement de l'épreuve. Cette attitude face à l'épreuve, c'est-à-dire le cerveau reptilien, chez le néocortical, celui qui va de l'avant, celui qui pense qu'il crée, est beaucoup moins présent, bien sûr, que chez le conservateur, celui qui aime les règles établies, les certitudes, la reproductibilité. On a d'ailleurs fait un tableau qui montre pour le cerveau reptilien toutes les caractéristiques au niveau comportemental, pour le cerveau limbique qui est lié à la socialité, aux besoins de récompense, aux besoins de reconnaissance, aux besoins de socialité, au limbique, et pour le néocortex qui est lié à l'avenir, à la projection. Le cerveau reptilien fonctionne par habitude et dans le passé, c'est toutes les injonctions comportementales issues de l'hérédité, c'est inscrit dans l'ADN, et de l'apprentissage, c'est-à-dire tout ce que vous avez rencontré entre le moment de votre conception et jusqu'à 7 ans. C'est comme ça que se bâtit et se construit ce qu'on appelle l'individualité et l'auto-représentation de soi-même dans le monde, c'est-à-dire trouver sa place dans le monde. Il y a un cerveau qui le plus souvent est intermédiaire, d'ailleurs il porte son nom, mésolimbique ou système limbique, qui est l'intermédiaire entre le reptilien, celle de l'individualité, et le néocortex, la matière grise, où se situe d'ailleurs ce qu'on avait appelé les étoiles, où se situe tout ce qui est appelé la cognition, pas la mémoire, la cognition. Et les deux cerveaux, bien sûr, la recherche de nouveauté fait que vous n'avez pas peur de l'épreuve. Vous êtes à la limite, si vous avez une recherche de nouveauté très forte, vous êtes le casse-cou, vous êtes le héros, foncez. Vous n'êtes pas retenu par votre attitude face à l'épreuve. Donc là, vous n'êtes pas dans la fuite, vous êtes dans le flight-fight de la Boris, c'est-à-dire dans la lutte, dans l'opposition. Le limbique, lui, fait le lien. Et d'ailleurs, on constate dans 95% des cas que vous êtes soit, ce qu'on dit entre nous en langage neuroscientifique, un reptilien, c'est-à-dire quelqu'un qui est marqué par les habitudes, quelqu'un qui refuse la nouveauté, qui refuse l'inconnu, qui a besoin de cadre, besoin de référence. Ce sont des gens peureux, ce sont des gens qui ont toujours peur. Peur du noir, peur du vide, peur des chats, peur des animaux. Ceux-là sont marqués par les habitudes, ils sont marqués par leur mémoire, ils sont marqués par leur apprentissage de vie dans la petite enfance, et ils souffrent, bien évidemment, puisqu'ils font tout pour éviter la souffrance. Ils sont dans des stratégies de défense, dans des stratégies d'évitement. Ceux-là ne seront jamais libres, entre guillemets. Bien sûr, tout le monde est libre, donc c'est en train de changer. Le limbique, c'est l'affectif. C'est celui qui réagit toujours dans l'instant par rapport à ce que lui envoie l'autre comme signal, ou la société. C'est celui qui peut arriver à... qui dépend de l'autre, qui manque d'autonomie. C'est le sensible, c'est l'hyper-émotif. Le néocortical, c'est le héros. C'est celui qui n'a pas peur de l'épreuve, c'est celui qui va toujours de l'avant. C'est celui qui va toujours avoir des idées, qui est prêt à casser tous les rythmes de reproduction et des habitudes, que ce soit dans l'entreprise ou dans sa vie. Donc on a des néocorticaux, on a des reptiliens, comme on dit, et on a des mésolimbiques. Bien sûr, selon le niveau d'activité, parce qu'on peut déterminer une normale, une augmentation ou un excès. Pareil, on peut déterminer une diminution ou vraiment une carence pour tel comportement ou tel neuromédiateur donné. Ça a été fait, c'est-à-dire qu'on a fait des prises de sang, il y a eu des mesures qui ont été faites et on sait que ça fonctionne comme ça. Ceux qui sont intéressés à la bibliographie, on n'est pas dans un cours universitaire, c'est le docteur Robert Cloninger, un Américain, qui a mis au point cette compréhension et qui s'est parfaitement associé avec ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies cognitives et comportementalistes, qui nous viennent des États-Unis et des pays anglo-saxons, et qui ont été mis au point par d'abord le professeur Aaron Beck, un Américain, et qui ont été validés par un autre Américain qui s'appelle Jeffrey Young, pas J-U-N-G, mais Y-O-U-N-G,
qui ont élaboré toutes les thérapies cognitives et comportementalistes qui sont issues de ça. Il y a des lois de fonctionnement du cerveau. Il y en a une, par exemple, que je vous ai donnée, qui est ce qu'on appelle... Ah ben, je vais perdre ma concentration. Loi de fonctionnement. Qui a été nommée... À me revenir. Tu parlais des lois de fonctionnement. Mais comme ça sans arrêt, ça ne va pas le faire. J'ai oublié, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc je reparle maintenant de mes trois cerveaux. Donc il y a une articulation comportementale, chimique, entre ces trois cerveaux, qui va être responsable de ce qu'on appelle votre comportement, de manière générale, dans toutes les circonstances de votre vie. Au-delà d'être un reptilien, un néocortical ou un mésolimbique, 95% des gens sont soit néocortical, soit reptilien. Le mésolimbique étant le plus souvent le cerveau d'appui. Ça se mélange quand même, non? Comment? Ces trois cerveaux se mélangent quand même. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on va voir maintenant. De l'activation et de l'activité de ces trois neuromédiateurs et de ces trois comportements primaires, ainsi que d'un quatrième terme, qui est le quatrième terme qui n'est pas un cerveau, mais le bain dans lequel baignent ces cerveaux, qu'on a appelé l'acétylcholine, qui lui n'est pas responsable d'un comportement, mais de ce qu'on appelle la stabilité biophysique. Quand vous mélangez ces quatre éléments, avec chaque fois leur mesure, vous aboutissez à une classification en 81 typologies. Bien évidemment, il n'est pas question de le développer aujourd'hui, hein, ça prend des semaines, mais c'est ce qu'on appelle, par exemple, je vous l'ai dit, la rivystéroïde, celui qui a le néocortical, qui baigne dans la dopamine, qui va toujours de l'avant, qui fonce dans le tas. Au contraire, je vous l'ai dit, celui qui est conservateur, qui refuse les nouveautés, est complètement assis dans l'incertitude, qui a peur qu'on dérange ses habitudes, parce qu'il a peur. De l'alchimie, enfin de la chimie pure de ces trois comportements, plus de cette stabilité, ou si vous préférez de ces quatre neuromédiateurs, Jeffrey Young et Aaron Beck, ainsi que le docteur Cloninger, ont déterminé 81 types de tempéraments. C'est simplement 3 fois 3 fois 3 fois 3, selon haut, bas, normal, comme je vous l'ai dit. Il a donné des noms. Alors vous avez l'hypochondriaque, vous avez la rivystéroïque, vous avez l'affectif, où tout va être basé sur la transaction affective. Ce qui est intéressant, c'est que la personnalité est composée, bien sûr, de tempéraments. Et que selon votre tempérament, qui, je vous le rappelle, est héréditaire et lié à l'apprentissage entre 0 et 7 ans, vous allez être soumis par des injonctions comportementales qui parfois sont distordues. Exemple, le syndrome d'abandon, qui est si connu, qui peut prendre naissance de façon totalement con. Vous êtes dans votre berceau, vous pleurez pour avoir à manger, personne ne vient. Vous vous sentez abandonné. Et pour certains, de par la constitution de l'ADN, ça va s'imprimer dans le cerveau, ça crée des réseaux neuronaux, et vous allez être toute votre vie soumis à la peur. Et vous allez être un conservateur ou reptilien, vous allez avoir horreur du changement, vous allez avoir horreur de ce qui vous bouscule. Alors qu'à l'inverse, celui qui est néocortical, lui, par rapport à l'attitude face à l'épreuve, il fonce dans l'épreuve, il ne voit pas l'épreuve, il s'en fout, au contraire, il est stimulé par l'épreuve. C'est la rivystéroïque, c'est l'intuitif compétitif. Alors je ne vais pas vous citer les 81 comportements, il y a des tas de... Donc vous êtes soumis à cela, et vous n'y pouvez rien. Rappelez-vous, tout ce à quoi vous allez vous opposer, même par la compréhension, par la psychologie, va se renforcer. Or, nous sommes tous dans un de ces mécanismes de fonctionnement qui font partie de la personnalité qu'on appelle le tempérament. Alors j'attends d'avoir les tableaux pour vous les montrer, si on les a un jour. Bien évidemment, le cerveau reptilien correspond au passé. Bien évidemment, le néocortex correspond à l'avenir. Et le système limbique correspond au présent. C'est pour ça que les émotions, qui
correspondent normalement au présent, vous empêche quelque part de vous débarrasser en tant que cerveau de liaison entre le cerveau reptilien et le cerveau néocortical, d'être libre. Ça, c'est la première couche. Cette couche, la plus profonde, le noyau, si vous voulez, en termes informatiques, c'est le système d'exploitation de votre ordinateur. On sait très bien qu'on ne peut pas le changer, parce que ce sont des réseaux neuronaux qui se créent entre la naissance et 7 ans. Et quand ils se créent de façon anormale, syndrome d'abandon, toute votre vie va être dictée par ces injonctions comportementales. Par exemple, vous avez peur d'être abandonné, et bien toute votre vie, vous allez abandonner pour ne pas être abandonné. Parce que face à une injonction comportementale, on n'a que 2 possibilités. S'y soumettre ou s'y opposer. Et il n'y a pas d'autre solution. On peut parfois négocier, mais la négociation, on l'observe surtout dans les conflits que j'avais appelés à l'époque les petits diables. J'avais donné les pierres qui correspondaient pour évacuer ces schémas comportementaux primaires. C'est ce que les psychologues, dont j'ai cité les noms, Aaron Beck et Jeffrey Young, ont appelé les schémas dysfonctionnels précoces. Rappelez-vous que c'est une programmation du système d'exploitation qu'on ne peut pas faire disparaître. D'où l'illusion de toutes les thérapies qui veulent vous faire croire qu'en travaillant sur vos mémoires, sur votre passé, sur votre karma, vous allez supprimer les choses. C'est une hérésie. Et ce n'est pas une hérésie liée à la perception, c'est une hérésie qui est inscrite dans le cerveau. Aujourd'hui, c'est parfaitement démontré. C'est pour ça que les neurosciences s'opposent de manière très violente à la psychanalyse et aux psychothérapies. Parce que vous ne résolvez rien, effectivement, par le passé, quoi que vous en ressentiez dans l'instant. C'est une escroquerie totale. Bien évidemment, il y a d'autres couches, et heureusement. La deuxième couche qui apparaît, qui est donc moins profonde, c'est ce que j'ai nommé, ça c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui ai inventé le modèle, les empreintes comportementales. C'est-à-dire, comment vous avez vécu votre première rencontre avec les grands archétypes. Quel est le premier archétype? C'est celui de l'abandon et de la souffrance. Vous passez d'un état à un autre état, fécondation d'un moment, l'âme pénètre dans le corps et elle est enfermée dans le corps de la mère. Et il y a l'oubli. Au moment de la naissance, vous savez, pour oublier ce qu'on était avant. Ça, c'est la blessure fondamentale. Or, il se trouve, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la blessure d'abandon liée à l'enfant qui pleure dans son lit ou qui se sent abandonné par les parents. Toute votre vie va être marquée pour ça et vous ne pouvez rien. Parce que c'est un système d'exploitation qui est gravé dans le marbre. On ne peut que rajouter une autre couche par-dessus, de différentes façons, hein, les cristaux, la reprogrammation, mais qui n'est pas un travail sur le passé. Même si on recherche ce qu'on appelle dans les thérapies cognitives, ça c'est l'école de Lyon, du docteur Cotreau, on parle d'esclavage cognitif, on parle de mythe fondateur, on parle de scénario de vie. On ne peut que remettre une autre couche sur le système de programmation pour que ça soit moins dysfonctionnel. Encore une fois, de différentes façons, hein, avec différentes possibilités. La deuxième couche, donc les empreintes comportementales, c'est les archétypes, papa, maman, la famille, le partenaire, la relation à deux, la relation à l'autre. Alors quand vous êtes dans votre vie, la relation à deux, au-delà de papa, maman, c'est qui l'autre? C'est le doudou, c'est la tétine, ou c'est le frère et la sœur? Ces empreintes comportementales, il y en a un certain nombre. Si j'avais le schéma, ça m'aiderait. Sachez qu'on en a identifié un peu plus d'une vingtaine. Et je les ai nommés. C'est l'empreinte du père, l'empreinte de la mère, l'empreinte transgénérationnelle, qui passe aussi par l'ADN. C'est avant tout ces systèmes-là. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis là va pouvoir être représenté sur un modèle d'une pyramide, d'un triangle, et que je vous montrerai qu'on peut placer tous ces systèmes de régulation. En ayant le visuel, vous comprendrez comment s'articule votre comportement, vos blessures, votre vécu actuel. Pas pour vous identifier dans l'un des modèles, c'est pour ça que je ne vais pas vous donner les 81, mais simplement quand vous voyez comment ça fonctionne, vous comprenez qu'on n'est qu'un automate. On le sait très bien.
Par exemple, j'ai parlé de la décision. Dans ces jours-ci, je vous dis, vous décidez d'acheter une voiture, vous croyez que vous décidez, c'est pas vrai, c'est vos bactéries qui décident, qui sont dans le ventre, quatrième cerveau. Et c'est pas vous. Vous dites, oh là là, je suis addict au sucre. C'est pas vous, c'est vos bactéries qui sont dans le ventre. Vous avez tel comportement, vous dites c'est vous, non, c'est les injonctions comportementales sur lesquelles vous n'avez pas d'accès, parce que c'est un système de programmation, c'est le système d'exploitation. Et vous pourrez vous y opposer de toutes les manières possibles, vous ne pourrez que en souffrir. Même si vous l'éliminez de votre tête, je vous l'ai dit il y a quelques jours, ça va s'éliminer dans le corps. Et vous n'aurez aucun moyen de faire le lien, maintenant on le sait avec les neurosciences, quelqu'un qui va faire une psychothérapie parce qu'il a eu des problèmes avec son père, une femme qui a été violée par son père ou maltraitée par son père, elle va travailler sur ses blessures, ses mémoires, ses émotions, elle va être contente parce que ça s'est éliminé de sa tête, elle va dire ça y est, je suis libéré de ça. Ouais, mais ça descend dans le corps. Grand principe de la descente des vibrations depuis l'émotionnel dans le corps, et c'est là qu'apparaissent les maladies. Et vous n'y pouvez pas. Cette deuxième couche des empreintes comportementales, alors, il y en a plusieurs, j'attends de la voir. Il y a aussi là, une des fondamentales, c'est ce qu'on appelle le refus d'incarnation. Le refus d'incarnation, c'est celui qui vient dans le ventre de la maman, les deux fils de l'âme au moment de la fécondation par le spermatozoïde, et qui, au moment de la gestation, dit « j'ai peur », rétraction de l'âme. Tout con, la mère dit « oh là là, je ne veux pas de cet enfant, c'est fini ». Non-accueil, refus d'incarnation, qui va se traduire par un certain nombre de circonstances précises lors de l'accouchement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais circulaire du cordon autour du cou, présentation anormale, accouchement extrêmement difficile, qui va induire des blessures très particulières à l'âge adulte, quelqu'un qui n'arrive jamais à trouver sa place dans l'univers et en soi. Il est toujours en train d'errer, rien n'est jamais parfait, il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui il est. C'est la plus grave des blessures, c'est la plus profonde. Juste après ça, parce que là dans les empreintes comportementales, qui est la deuxième couche, qui est liée donc à l'incarnation et l'apprentissage, vous avez bien évidemment le transgénérationnel. Après, juste au-dessus, vous avez le père, l'archétype papa, l'archétype maman. Juste au-dessus, et quand j'aurai le triangle, j'espère l'avoir un jour, vous verrez clairement sur ce schéma où se situent ces régulations et comment elles interagissent, parce qu'elles sont toutes en interaction. Encore une fois, ce n'est pas pour vous comprendre vous-même, pour ça je vous ferai un cours sur les 81 tempéraments, mais ce n'est pas l'objet. Mais quand vous voyez comment ça s'articule les choses, vous comprenez que vous n'êtes rien de tout ça. Et que vous n'y pouvez rien, surtout. Cette deuxième couche, donc, alors après il y a d'autres empreintes. L'empreinte de deuil, bien évidemment, le chakra de la gorge. L'empreinte qu'on appelle de confiance en soi, culpabilité, dévalorisation. Toutes ces empreintes comportementales, c'est la deuxième couche, elles sont liées à l'apprentissage. Elles sont aussi constitutionnelles, parce que c'est relié à la première couche, mais c'est surtout ce qui va se dérouler entre 0, moi je dis 7 ans, Ruffo disait entre 0 et 4 ans, Ruffin ou Ruffin, le neuropédopsychiatre qui s'occupe des enfants à Marseille, a parfaitement démontré ça. Et quand vous êtes dans cette deuxième couche, retenez que c'est ce que vous avez vécu dans ce qu'on appelle le mythe fondateur. Le mythe fondateur, c'est le scénario que vous avez écrit, c'est votre histoire. Ce mythe fondateur, c'est un scénario. Il y a toujours, et sur ça que se basent les thérapies cognitives, ce qu'on appelle un mythe fondateur. Le mythe fondateur, c'est la première émotion, la première séquence vidéo, la première coloration émotionnelle, quand vous avez été confronté à l'archétype, papa, maman, transgénérationnel, partenaire, foyer, ce qu'on appelle le foyer, qui s'illustre sur des zones du corps, bien évidemment, pas uniquement dans le cerveau. Par exemple, on le sait très bien, le conflit de partenaire correspond à l'étage thoracique. Le partenaire, c'est la relation à l'autre, la relation à deux, plus souvent dans le couple. C'est lié bien sûr à tous les cancers du sein. Mais vous avez aussi le foyer. C'est plus la relation à deux, là, c'est la relation dans le groupe. C'est ces empreintes qui sont très actives toute notre vie, qui sont responsables des cancers du poumon et des cancers du sein. Alors, à gauche,
c'est le partenaire, relation à deux. À droite, c'est le foyer. Il y a d'autres empreintes. Je survole, hein, mais je vous donne les grandes lignes. Le troisième système de régulation, qui est vraiment intermédiaire entre le plus profond que je viens de vous donner et ceux que je vous donnerai après qui sont les plus superficiels et les plus visibles, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est tous les travaux de Goldman aux États-Unis et de Baron en Israël, qui ont mis au point d'ailleurs des tests sur l'intelligence émotionnelle, qu'on appelle d'ailleurs le Baron, c'est le nom du monsieur en Israël, ou encore tous les livres qu'a écrit Goldman et Ekman aussi sur l'intelligence émotionnelle aux États-Unis. Alors là, bien sûr, il n'est pas question de rentrer dans les détails parce qu'il y a d'innombrables facteurs qui interviennent. Sur la représentation du métamodèle, si j'arrive à la voir un jour, cette voie de régulation est la plus longue. La régulation la plus directe, qu'on appelait les trois cerveaux, est une régulation au bas-bas-haut, ça passe par la moelle épinière, c'est l'axe central chez vous, puisqu'on prend la maison, c'est l'axe du foyer, la cheminée, le chauffage, la chaudière. C'est ce qui alimente le système. La deuxième couche, on a parlé des comportements, c'est une voie directe qui va de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire du passé au futur, mais au niveau du corps, de l'arrière vers l'avant. Ça correspond au territoire, parce que c'est inscrit au niveau du corps. Je vais donner l'exemple, par exemple au niveau des seins. Papa, maman, eux, c'est plus bas, c'est en dessous du diaphragme. C'est par exemple tout ce qui est sous le diaphragme du côté droit, c'est papa. Tout ce qui est sous le diaphragme du côté gauche, c'est maman. Exemple, vous avez un problème au père, organiquement, vous allez faire un kyste de l'ovaire droit, un cancer de l'ovaire droit, ou une colite droite. Si c'est maman, ça sera une colite gauche, ou l'ovaire gauche, ou le testicule gauche, si c'est un homme. Cette notion topographique et non pas symbolique au niveau du corps est liée à la représentation que se fait le cerveau du corps. Le corps est l'hologramme du cerveau, ou si vous préférez, le corps est l'hologramme du cerveau. Et ils communiquent entre les deux par ce fameux cerveau intermédiaire qu'on appelle le système limbique, qui s'illustre au niveau du corps par ce qu'on appelle les zones latérales du cou. C'est tout le parasympathique crânien qui correspond à l'expression qu'on connaît, j'ai les boules, ou j'ai quelque chose en travers de la gorge. C'est ce qui fait le lien, le cou, entre la tête et le corps. Le cerveau contrôle le corps en permanence, pas par voie chimique ou neurale, mais par une voie fréquentielle. Le cerveau envoie sans arrêt des ondes, des fréquences, pour contrôler le corps. On sait pertinemment quelles sont ces fréquences. Elles vont de 48 kHz à 700 kHz. Par exemple, le foie, c'est 52 kHz, et le cerveau envoie en permanence vers le foie cette fréquence. Il doit recevoir la même fréquence. S'il ne la reçoit pas, il considère que le territoire n'existe pas, et à ce moment-là, vous avez le conflit de territoire, comme l'a défini Hammer, et le cancer apparaît sur la zone. Chaque organe est relié à un comportement, chaque organe est lié à une fonction archétypienne qu'on retrouve au niveau de ce métamodèle. La voie de régulation émotionnelle dont je parle est la voie la plus longue. Elle passe par les méridiens d'acupuncture. Elle n'est pas de l'arrière vers l'avant, comme les empreintes comportementales. Elle n'est pas, si vous voulez, liée aux empreintes comportementales qui, eux, sont les territoires, mais elle relie tout ça par l'extérieur. C'est les méridiens d'acupuncture. C'est tout ce qui fait circuler l'information. Cette couche intermédiaire est très complexe, mais c'est là-dedans qu'on retrouve, par exemple, ce qu'on appelle, pas l'attitude face à l'épreuve, mais votre façon de réagir au stress, votre efficacité neurobiologique maximale. C'est par exemple le sportif ou le bien-être. Il y a des moments où on repère tous des moments où tout est bien, tout est fluide. La fluidité de l'unité, comme on disait à l'époque. C'est uniquement comment s'articulent ces niveaux et comment ils communiquent entre eux, qui est le rôle d'ailleurs du système limbique, et qui est le rôle aussi du neuromédiateur, qui est le besoin de récompense, comme j'ai dit tout à l'heure, ou de reconnaissance, c'est-à-dire l'adrénaline ou la noradrénaline.
Ça, c'est donc la couche intermédiaire. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe. Vous avez dedans l'introversion, l'extraversion, l'efficacité neurobiologique, et vous avez plus de 150 critères, on va dire. Sachez simplement qu'il y a deux intelligences émotionnelles. Il y a une intelligence émotionnelle qu'on appelle personnelle, c'est-à-dire qu'il est vers soi-même. Comment tout s'articule en nous? Est-ce qu'on le voit ou pas? Et vous avez l'intelligence émotionnelle qu'on appelle sociale, c'est-à-dire interpersonnelle, tournée vers l'autre. C'est parfaitement différencié. Il y a des gens qui se connaissent très bien, mais qui ne savent pas gérer la relation extérieure, ou l'inverse. Ça s'appuie bien sûr sur l'extraversion-introversion, c'est-à-dire le sens de l'énergie, comme disait Jung, le vrai Jung, à l'époque, entre autres. Encore une fois, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails du contenu de l'intelligence émotionnelle. Si j'avais le schéma, ça serait beaucoup plus simple à comprendre, mais on le verra après. Après, vous avez une quatrième voie de régulation, qui, elle, est la plus visible, qui est la plus apparente, et que j'ai appelée les potentiels. C'est une voie rapide qui va de l'arrière vers l'avant. Les méridiens, ils sont longitudinaux. Là, vous êtes sur les chakras. Potentiel d'expression, potentiel de volonté, potentiel de combativité, potentiel de ceci, de cela. Il n'y a pas seulement 7 potentiels, j'en ai déterminé à peu près 12. Ces potentiels, c'est vraiment ce qu'on voit. Le potentiel créatif, c'est un artiste, un publicitaire, quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui imagine, qui crée. Et chaque potentiel est localisé à un niveau. C'est une strate plus ou moins haute. Rappelez-vous, le noyau primaire, la régulation centrale, l'axe hypothalamo-hypophysaire et la moelle épinière, ça c'est le niveau le plus archaïque. Il fait la jonction entre le sommet du triangle, la pyramide et le bas. Ensuite, je vous ai parlé des empreintes comportementales. Ce sont les briques constituantes de la personne, situées à différents niveaux du corps, mais du cerveau aussi, même limbique ou reptilien, parce que les empreintes comportementales sont à cheval sur le cerveau reptilien et sur le cerveau limbique. Les potentiels, eux, je viens de le dire, ils vont de l'arrière vers l'avant. Ils sont actualisés ou pas. Vous avez des gens qui ont un potentiel créatif énorme, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Peut-être parce qu'ils ont été blessés justement par une blessure d'abandon, au niveau des empreintes comportementales. Et tout ça, le schéma, mon traiteur, va s'articuler à merveille. Encore une fois, ce n'est pas pour vous définir vous-même, même si je vois bien que vous arrivez déjà à comprendre comment vous fonctionnez, mais pour vous démontrer que vous n'y pouvez rien. Que tout ça se déroule à l'insu de votre plein gré, même si vous le comprenez. C'est de la mécanique, pure et dure. Ensuite, on va remonter sur les couches les plus superficielles. Après les empreintes, après les 3 cerveaux, les comportements primaires, puis ensuite l'apprentissage par les empreintes comportementales, les territoires. Il y a la régulation de tout ça par les méridiens d'acupuncture, voie longue de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, vous avez une voie courte qui, elle, n'est pas longitudinale mais transversale, qui va de l'arrière vers l'avant, qui est assimilable au chakra, selon le niveau. Potentiel de créativité, c'est le chakra de la gorge. Potentiel de volonté, c'est le 2e chakra. Potentiel d'amour de soi, c'est le chakra du cœur, etc., etc. Et après, vous avez un dernier système de régulation qui est le plus superficiel, qu'on pourrait nommer la transaction ou la relation. C'est comment justement ces 4 systèmes vous laissent apparaître selon telle forme, telle physique, telle apparence. C'est l'ego. L'ego n'est que la conséquence des 4 systèmes de régulation. C'est expliqué en neurosciences, c'est expliqué en psychologie, c'est expliqué en physiologie, c'est démontré par les IRM. Donc, à travers ça, c'est pour ça que les neuroscientifiques, maintenant qui ont compris tout ça, nous affirment que tout ce qui est lié à l'énergétique, aux mémoires, au travail sur ce passé, est une hérésie. Tout ce qui a été inventé depuis Freud
est une falsification totale de la vérité. Vous ne pouvez être dans la joie de l'instant présent tant que votre pensée est sur le passé. Vous ne pouvez pas être dans la joie de l'instant présent tant que vous projetez dans l'avenir. C'est Ikenuk, c'est ici et maintenant. La fluidité de l'unité, d'ailleurs on le sait, puisque je vous ai parlé par exemple dans l'intelligence émotionnelle de ce que ressentent certains sportifs ou tout être humain quand il est amoureux, ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire où tout se passe normalement. Pour le tennisman, c'est le moment où il se lâche, il n'a plus besoin de penser à son geste, il n'a plus besoin de savoir où est la balle, et ça devient automatique. Ça, c'est l'état de grâce, tel qu'on en parle au niveau de ce qu'on vit maintenant. Hein? Voilà donc les 5 systèmes de régulation des systèmes vivants, mais vous pouvez le plaquer, on n'a pas les images, sur la maison. Très simple. L'endroit où vous dormez, c'est le cerveau reptilien. Ce qui réchauffe le foyer, c'est la chaudière ou la cheminée. Les pièces de vie, c'est les lieux d'interaction. Mais cette architecture-là, je l'ai calquée sur mon métamodèle de régulation, même dans la cellule. La cellule fonctionne comme ça. Vous avez le noyau, le disque dur, l'ADN. Vous avez l'ARN messager qui transfère l'information depuis le noyau dur par le système d'exploitation au niveau de métabolisme cellulaire. Vous avez toute l'alchimie intérieure de la cellule qui correspond à sa physiologie. Vous avez la membrane cellulaire qui est la limite entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire l'interfaçage, ce que j'ai nommé la transaction ou la relation. Tout s'articule comme ça. Vous y êtes soumis. Le plus souvent. Bien sûr, les circonstances de la vie, même un niveau cortical, celui qui va de l'avant, à une certaine dose d'épreuve, en stratégie de survie, il va devenir reptilien, il va devoir s'adapter. Hein? Si on prend par exemple le besoin de récompense, on sait très bien par exemple que ce besoin de reconnaissance est actif dans la société, dans la famille. Je prends toujours l'exemple du sport parce que c'est important au niveau de la compréhension psychologique, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Que par exemple, un athlète qui se valorise lui-même par le besoin de la médaille, il n'y arrivera jamais. Parce qu'il dépend de la récompense. C'est la même façon dans votre vie. Si vous dépendez trop de l'extérieur, vous n'êtes pas libre. Et on retrouve ce schéma applicable depuis la cellule, encore une fois, la géobiologie, le fonctionnement du cerveau et de l'être humain, à tous les niveaux. Il y a toujours 5 systèmes de régulation qui s'interpénètrent. Si je vous montre sur le schéma, par exemple, j'ai dit que c'était localisé. Imaginez l'empreinte au père. Je vous ai dit qu'elle était située dans le petit bassin ou dans le ventre, en tout cas à droite. Mais il y a aussi les méridiens qui passent par là, qui sont responsables de certaines composantes émotionnelles. Vous avez certains potentiels qui passent par là. Le potentiel de combativité passe par la même zone, même si c'est une voie rapide. Et dès que vous voyez ça sur mon schéma, vous comprenez. C'est-à-dire que vous avez beau avoir eu un problème au père, vous avez beau travailler dessus, les potentiels sont touchés, le disque dur est touché, le système d'exploitation est touché, et l'interfaçage avec l'extérieur est touché. Ça veut dire qu'il y aura toujours un problème à ce niveau-là. Ouais. Et ça permet, ce que je dis, si vous voulez, ce modèle, quand on le voit, de démêler la pelote de laine. Pas la vôtre seulement. Comment fonctionne l'être humain? Ce n'est qu'un assemblage de mécanismes. Alors vous voyez, quand on entend parler de l'âme, c'est n'importe quoi. L'être humain est une mécanique. Ce corps est un véhicule que vous êtes obligé de conduire ou de ne pas conduire, mais qui n'échappe pas à sa propre règle de fonctionnement. C'est un diesel, il fonctionne le diesel. Si c'est essence, il fonctionne à l'essence. S'il fonctionne à l'électrique, ça ne sert à rien de mettre de l'essence. Et tout est comme ça. Et tant que vous êtes identifié à ça, au personnage, vous ne serez jamais libre. C'est la seule façon de s'en affranchir, on l'a vu avec l'enseignement, c'est l'observateur, c'est rester tranquille, observer et voir, non pas vous, mais les mécanismes qui sont à l'œuvre. Donc retenez, là je prends l'exemple, on peut prendre n'importe quel potentiel. Par exemple, si je prends le potentiel d'expression, de communication, de créativité, qui est lié au chakra de la gorge, aux potentiels qui vont donc de l'arrière vers l'avant. Ben là aussi, on va traverser des méridiens d'acupuncture.
Là aussi, on va traverser des territoires au sens des empreintes comportementales. L'empreinte de deuil ou d'abandon, ça touche le chakra de la gorge, on le sait tous. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un neuromédiateur donné, parce que sur mon modèle pyramidal, l'étage inférieur reptilien, bah bien évidemment, c'est l'attitude face à l'épreuve. C'est tout l'étage reptilien qui est situé dans le bas du corps, que Steiner avait appelé la tripartition de l'être humain. Le bas, le milieu et le haut. C'est aussi simple que ça. Hein? Et quand un niveau est touché, que ce soit par exemple dans la relation affective, vous voyez que l'autre il a un problème de carence ou d'excès de demande affective, vous voyez la pelote et vous savez ce qu'il y a derrière. C'est pas de la vision, c'est pas de l'énergétique. Et comme ça s'imprime dans le corps, sur les territoires du corps, c'est très facile de déterminer la typologie de la personne, non pas pour la catégoriser, parce que là il n'est pas question de catégoriser, même si on le fait avec le système QPM que j'ai créé en neurosciences, un système de mesure biophysique. Le simple fait de comprendre ça, de le voir, vous permet d'être transcendant par rapport à vous-même, surtout maintenant. Vous n'avez aucun moyen d'action. Tout ce que vous croyez agir ne fait que se renforcer. La seule possibilité, comme je le dis tout le temps, c'est de traverser, d'accueillir, qui permet de voir les choses dans votre vie, parce que votre vie est l'illustration de ce métamodèle de régulation des systèmes vivants. Alors, on n'a toujours pas mes petits schémas? Ma clé me dit qu'elle est vide. Comment? Il me dit que la clé est vide. J'essaie de faire les fichiers cachés. Moi, j'ai rempli ça sur cette clé-là. J'ai transféré tous les fichiers. Moi, j'ai tout copié. Alors, sans ça, c'est très simple. Hein. Ce métamodèle de régulation, vous le visualisez, vous avez une pyramide. Première régulation, 3 niveaux. La partie haute de la pyramide, la tête. Partie moyenne de la pyramide, étage limbique, le cerveau moyen, le thorax. Étage reptilien, tout ce qui est en dessous du diaphragme jusqu'aux pieds. Alors, ça aboutit à une classification. Quelqu'un qui a un problème avec sa jambe droite, que ce soit une sciatique ou un problème circulatoire, il a un problème sur le territoire inférieur, donc sur le cerveau reptilien. Il a engrangé, puisque c'est le côté droit, un problème avec le père. Ça va se traduire par ses potentiels, par un déficit du chakra qui passe par là, compatibilité, volonté. Ça va se traduire au niveau émotionnel par une incapacité à se tourner vers l'autre, une méfiance. Ça va se traduire au niveau de l'interfaçage, c'est-à-dire au niveau transactionnel, par quelqu'un qui va être plutôt timide, qui va avoir tel tempérament, qui va être très suspicieux, qui va avoir du mal à aller vraiment, puisqu'il est cristallisé au niveau du cerveau reptilien. Et avec cette simple image, cette simple représentation, même si on n'a pas le dessin, ben vous comprenez, là il n'est pas question de tout vous montrer, mais c'est simplement comme ça fonctionne un être humain, et vous ne pouvez pas y échapper. Alors bien sûr, les thérapies cognitives, les cristaux, par exemple avec les schémas dysfonctionnels précoces, permettent soit avec les cristaux de mettre une couche de programmation sur le fameux désordre initial, les fameux petits diables, comme je les avais nommés, les fameux schémas dysfonctionnels précoces de Jeffrey Young, mais sans rejouer, parce qu'on a les thérapies cognitives, ils cherchent le mythe fondateur, c'est-à-dire ce qui a engendré la cristallisation et la construction des réseaux neuronaux qui a écrit le système d'exploitation. Et eux, ils mettent une touche par-dessus. Les cristaux, eux, balayent tout ça. C'est tous les petits diables qu'ont fait les gens quand ils ont utilisé les pierres autour du corps ou autour des pieds. Ça efface ce délire? Comment? Ça efface cette information? Ça efface? Ah oui, non, tu ne peux pas l'effacer. C'est là l'erreur. Tu ne peux que reprogrammer. Vous ne pouvez rien faire disparaître de ce que vous avez vécu. C'est mathématiquement, neuroscientifiquement impossible. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est du pipeau. Vous l'éliminez de votre tête, de vos émotions, tant encore, jamais ailleurs. Et comme vous n'avez aucun moyen de le vérifier, parce que ça prend en général une dizaine d'années, voire 15-20 ans pour apparaître, qui va aller faire le lien entre un conflit de territoire et un cancer, et un travail d'analyse psychologique, psychothérapeutique ou énergétique qui a été fait 20 ans après? Personne. C'est impossible. Il n'y a que les neurosciences, même pas le Kirlian, parce que je voulais aussi vous montrer des images Kirlian, c'est même pas l'énergétique qui vous montre. C'est les neurosciences, à travers la théorie de la plante, qui est très simple. Tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. Tout ce à quoi vous allez essayer de résoudre va se résoudre dans votre tête ou dans vos émotions. Mais ça va descendre dans le corps, à tous les coups. Hein.
Systématiquement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, je dirais, de violence par rapport au milieu neuroscientifique qui ont sorti la psychanalyse et certaines psychologies des universités, parce que ça n'a rien à y faire. Freud est la plus grosse escroquerie du siècle passé. D'accord, c'est pareil. C'est lui qui a emmené l'humanité. Oui, Lacan, tous ces gens-là, c'est C'était pareil. un être. J'ai vécu avec la fille de Lacan, le chant freudien, il s'appelait leur fille. C'est pareil. Ah ouais, j'ai toujours senti chez ces gens-là l'escroquerie. Toujours. Alors on peut me dire ce qu'on veut, les gens peuvent me dire ce que je veux, ils peuvent réfuter tout ça, me traiter de tous les noms, mais je suis désolé, c'est comme ça que fonctionne le cerveau et vous n'y pouvez rien. Tout ce à quoi vous vous opposez se renforcera et aboutira à une maladie organique. C'est la médecine intégrale du docteur Hammer, à qui on a fait tant d'ennuis, parce qu'il avait démontré que quand il y avait un conflit de territoire, d'empreinte comportementale, il y avait le cancer sur l'organe et il y avait la zone du cerveau, au niveau de l'hologramme du cerveau, qui était aussi touché par un œdème cérébral. On sait que quelqu'un qui a un conflit, un cancer du sein, va avoir dans la zone du cerveau qui correspond un œdème cérébral. Et d'ailleurs, il traitait l'œdème cérébral avec de la cortisone, des glucides d'as, pour neutraliser cette mémoire. Ça, c'est l'effet Kirian, mais ce n'est pas mon modèle. C'est tout ce que j'ai transféré de l'ordi sur ma clé USB que je t'ai donnée après avoir vérifié. Donc, soit c'est pas une des clés qui est là, soit je ne sais pas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, tout ça est amplement démontré. Quoi que pense l'être humain, quoi que pensent les psychologues, ou les psychiatres, ou les psychothérapeutes, ils ont tout faux. Oui. Et la kinésiologie? Pipeau intégral. Pareil. Je ne vais pas me faire d'amis. Hein. Vous travaillez sur un état, la kinésiologie, c'est ce que c'est les engrammes, les mémoires. On te barre l'engramme, Oui. tu vas te sentir bien, Oui. bien sûr, mais 10 ans après, on en reparlera. Pareil. Pareil. Parce que... Pareil. D'accord. Pareil, ça descend dans le corps. Tu n'y peux rien. Et si on parle maintenant d'ésotérisme, on a les auras, les différents corps subtils, et on sait très bien, Janine Fontaine en avait parlé il y a une trentaine d'années, hein, déjà dans la médecine énergétique, la médecine des trois corps, on sait pertinemment que quand vous allez agir sur un niveau, tout le monde croit que ça s'évacue, mais le corps est le dépotoir de vos émotions, le corps est le dépotoir de vos problèmes. On met la poussière sous le tapis. Hein? On met la poussière sous le tapis. C'est ça, vous ne faites que Ouais, ça. exactement. Vous ne faites que ça. Or aujourd'hui, il n'y a plus de tapis, comme Cache. disait Pépère. Vous ne pouvez plus cacher la poussière. Faut régler. Vous pouvez être que dans le déni. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est systématique. Systématique. Ça apparaissait pas, mais maintenant avec les preuves qu'on a, c'est on ne peut plus clair. Vous n'avez aucune possibilité de résoudre votre histoire. Vous la résolvez sur un plan, elle apparaît sur un autre plan, et le plan où ça apparaîtra sera de plus en plus dense. Vous passez du mental aux émotions, du mental à l'éthérique, et de l'éthérique au corps. Et l'éthérique, la manifestation organique, vous renvoie à toute la chaîne logique, à travers ce système que je vous ai expliqué là brièvement, va vous renvoyer à ça. Et c'est imparable. C'est imparable. Vous n'y pouvez rien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et surtout maintenant avec la fin de l'anomalie primaire, vouloir travailler sur ses émotions, vouloir travailler sur ses mémoires, sur son karma, ou vouloir travailler sur un problème présent, ne peut qu'aboutir qu'à un renforcement que vous ne pourrez pas voir, mais qui va descendre dans le corps physique. Et les organes qui seront touchés, bien sûr, seront liés au conflit de territoire du docteur Hammer, alors que ce soit cancer ou maladie dégénérative, ou en tout cas problème. Et c'est quand vous lâchez tout ça, comme disait Nati, quand vous n'interagissez plus avec l'environnement, que toutes les maladies disparaissent, que tout ce qui était souffrant disparaît. La société, par le biais des images qui s'impriment où? Dans le néocortex au niveau occipital, ne fait que vous enfermer. L'image est un piège. La représentation est un piège. Le symbolisme n'est rien d'autre que du diabolisme déguisé. D'ailleurs, symbole et diabole, hein, étymologiquement, ça veut dire la même chose, c'est les deux côtés de la même pièce. Donc tous les symboles, c'est plus l'enfermement. C'est l'enfermement, bien sûr.
bien sûr. Toutes les ondes de forme, d'ailleurs, l'enfermement matriciel archontique sur la Terre est lié à quoi? Au monument, Notre-Dame. Toutes les grilles archontiques sont liées à ce qu'on appelle des ondes de forme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système de contrôle du mental humain, ne passe pas par un archonte ou le diable qui va te dire vous allez faire ça. Il suffit qu'ils construisent des bâtiments avec des formes précises, qu'on appelle les ondes à effet de forme, pour enfermer. Ce qu'on appelle la fleur de vie, hein, tout le monde, depuis Grand Balomé, Melchizedek utilise, n'est qu'un système luciférien enfermant, comme la paratlance, comme toutes les thérapies sont par essence lucifériennes. Mais on avait que ça avant. Hein. Mais là, maintenant, on a eu d'abord la preuve au niveau neurosciences, maintenant on a la preuve au niveau de notre propre vécu. Les maladies disparaissent ou s'aggravent. Et vous n'y pouvez rien. C'est pour ça qu'on parle d'observateur. C'est pour ça que je vous l'explique maintenant au niveau purement dense, physique, de ce qui se passe dans tout cerveau et dans tout corps humain. Il n'y a pas besoin de faire de particularisme. On sait qu'il y a 80 tempéraments, 81. Alors je peux vous dire, vous êtes un arrivistéroïde, vous êtes un hypochondriaque, vous êtes un affectif, mais ça ne change rien. Vous avez les séducteurs aussi, ça c'est très fort. Mais quand on faisait les bilans QPM comme ça en salon au début du système, on faisait des fois des mesures de couple. Alors c'est très marrant les mesures de couple. On avait fait ça avec l'effet Kirlian. Vous savez, on parle au niveau symbolique des atomes crochus. Eh ben, nous, on prenait le doigt du mari, le doigt de la femme, comme ça, et on faisait une photo Kirlian des deux index face à face. Et on voyait ce qui se passait. 90 fois sur 100, il y a toujours un dominant et un dominé. Et ce n'est pas toujours celui qu'on croit. C'est celui qui chevauche par ses atomes crochus le rayonnement de l'autre et qui lui bouffe son rayonnement. Même dans les relations les plus harmonieuses, il n'y a jamais d'équilibre. Vous avez aussi quelque chose qui est très fréquent, vous mettez les deux doigts, le mari et la femme, ou de deux partenaires de travail, peu importe, ça marche de la même façon, c'est la relation à deux. Les rayonnements s'écartent l'un de l'autre complètement. Là, il n'y a aucun atome crochu, mais il y a une indifférence. Mais globalement, retenez que l'équilibre dans le vivant n'existe pas. On l'a démontré au Kirlian. Le seul moment où votre énergie est équilibrée, c'est quand vous êtes mort. Puisqu'on est allé jusque dans des morts, faire des effets Kirlian des mains et des pieds sur des morts. Et là, on s'apercevait qu'ils étaient en équilibre parfait. Dès que vous interagissez avec le vivant, vous êtes en déséquilibre. C'est la loi inexorable de ce monde. Le déséquilibre conduit nécessairement à la mort, ça on meurt tous, et à la maladie. C'est pour ça que l'individualité est une escroquerie totale. De croire que vous allez changer quoi que ce soit en vous est une escroquerie totale. Bon, bien évidemment, il y a des fois où il faut agir, il faut opérer, il y a l'urgence. Mais sur le long terme et sur la vision globale, tout ça, c'est du pipeau intégral. On est à l'emprise. Je sais pas quoi, voilà. Quand vous voyez ça, quand vous acceptez ça, parce que vous le vivez, on le vit tous, aujourd'hui vous êtes libre. Ouais, oui. C'est ça, rester tranquille. C'est ça, accueillir la vie, plutôt que d'être sa vie. Parce que sa vie est marquée par ses engrammes, par cette constitution, par ses interactions avec l'environnement, par les conflits de territoire, par l'ego, la personnalité, le masque que vous portez dans les relations. Et il n'y a aucune possibilité d'être libre là-dedans. Et on s'est tous fait piéger depuis 300 000 ans, pas uniquement dans ce cycle. Et tout ça est réel. Tout ça est réel. Alors, bon là vous avez des illustrations, mais c'est l'effet Kirlian. C'est peut-être pas le moment, ça je vous le montrerai un soir si vous voulez. On l'a fait bien évidemment avant d'avoir les neurosciences, puisque je travaillais avec les plus grands pontes de l'effet Kirlian, qui étaient d'ailleurs mes associés à l'époque, Georges Adjo et Hervé Moskovakis, dont l'un des deux d'ailleurs m'a permis d'élaborer le système de mesure de neurosciences. Et celles-là, je ne peux pas vous les donner, par contre, elles sont pas libres de droit. C'est parti. Alors, on a fait plein d'expériences avec les cristaux. Je vous ai parlé par exemple du boulanger poilade. Je vous avais dit que quelqu'un qui est stressé, qui va pétrir de la pâte, va transmettre son stress dans le pain. Et nous sommes porteurs, nous aussi, d'une information permanente, à l'insu de notre plein gré, dans les interactions sociales, même sans passer par le verbal, par les yeux ou autre. Vous avez des signaux énergétiques qui sont échangés entre les êtres humains. D'ailleurs, on parle des phéromones.
Oui, c'est vrai. Bon, pareil, c'est la même chose, vous ne les sentez pas, et pourtant elles sont actives. Dès que vous entrez en interaction avec quelqu'un, au-delà de toute compréhension, de tout aspect esthétique, il y a des antipathies et des sympathies qui se font, qui ne dépendent absolument pas de la raison, d'une logique ou de besoin de compensation, quoi que ce soit, c'est automatique. Pourquoi est-ce que, par exemple, des victimes d'abus sexuels par le père vont toujours rencontrer des hommes qui vont les battre? C'est une affinité vibratoire. Au manque, répond la même chose. C'est comme les femmes battues. Exactement. Comme les problèmes d'alcool, comme tous les problèmes qu'on a observés en psychologie, alors on le sait, mais la solution, elle n'est pas là-dedans. On ne traite jamais un problème où il est situé. Ça, on le savait pour moi qui était traité sur les chakras avec des cristaux. On sait que les chakras sont reliés 2 par 2. Quelqu'un qui a un deuxième chakra bloqué, je ne vais pas traiter d'abord le deuxième chakra, je vais traiter le chakra qui est lié, c'est-à-dire le chakra de la gorge, pour que ça s'évacue. En médecine quantique, on ne traite jamais un problème au niveau où il est situé. Or, que font toutes les thérapies quantiques à l'heure actuelle, soi-disant? Elles traitent au niveau où c'est situé. Elles traitent par des fréquences, par exemple. C'est une hérésie. Parce que tout ce à quoi vous allez vous opposer, vous, intérieurement, mais par quelque chose d'extérieur, va se renforcer. Et surtout, si ça va bien tout de suite, c'est ça qui est dramatique, c'est que vous n'avez aucune possibilité de le voir. On est piégé. C'est ça l'enfermement du cerveau reptilien, qui est le siège de l'individualité. Et tous ces systèmes de régulation des systèmes vivants tournent en boucle, se régulent eux-mêmes, quoi que vous en pensiez et quoi que vous en disiez. Simplement, le fait de le montrer aujourd'hui, pas pour vous connaître, mais pour voir comment ça fonctionne, vous permet instantanément de sortir du piège. Tout le monde sait ça. Vous avez eu un problème, par exemple, on le sait par exemple, un enfant qui a été victime de pédophilie ne peut que reproduire que ce qu'il a vécu. Et il ne peut pas s'en échapper parce que c'est une programmation inconsciente dans le noyau le plus profond du cerveau qui dicte par injonction comportementale les comportements. J'ai pris des exemples très simples. Là, je ne parle pas des schémas dysfonctionnels les plus importants. Jeffrey Young en a identifié 49. Moi, j'en ai gardé 23 dans mon système de mesure. Mais vous allez constater, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un truc qui est tout con. Vous avez une injonction comportementale de votre mère qui te dit quand tu rentres de l'école, lave-toi les mains, lave-toi les mains. Ça devient tellement prenant dans votre cerveau, c'est ce qui s'est engrammé. Et si vous avez le schéma par rapport à la propreté, qu'est-ce qui va se passer par rapport à vos mains? Soit vous vous soumettez au chemin, et vous allez vous laver les mains tout le temps. Soit vous négociez avec l'injonction comportementale de la mère, et vous allez dire, est-ce que je me lave les mains ou pas? Et soit vous devenez phobique, c'est-à-dire vous refusez le schéma, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus rien toucher, pour ne pas avoir à souiller vos mains. Au niveau psychologique, ça fonctionne exactement de la même façon. Alors j'aurais aimé avoir le schéma, mais je pense que là... L'endroit où l'ambiance qui t'entoure, oui. elle influence quand même sur ton comportement. Bien sûr. L'ambiance, tu parles d'aujourd'hui? L'ambiance... du mythe fondateur, du vécu de l'enfant. Son comportement aussi, elle se modifie aussi ce comportement. De quelle ambiance tu parles? Aujourd'hui ou du passé? Dans lequel tu te trouves. Environnemental. Ouais, mais regarde la connerie. Par exemple, une femme qui a eu un problème de violence ou d'abus d'autorité ou d'abus sexuel du père, elle va toujours tomber sur des hommes violents. Parce que c'est à l'insu de ton plein gré, tu n'y peux rien. Donc tu auras beau changer le décor, aller vivre dans la nature, mais dès que tu feras une rencontre, elle sera toujours soumise à ça. C'est la loi d'attraction, mais vue autrement, on va dire. Et la loi d'attraction, penser que vous allez attirer l'inverse en réfléchissant à l'inverse ou autre est faux. Ça ne peut pas marcher. Parce que ce que vous véhiculez à travers l'énergie, à travers les phéromones, mais aussi à travers votre visage, à travers votre présentation, il y a d'ailleurs une aptitude psychologique qu'on appelle la dysémie, D-Y-2-S-E-M-I-E, qui est l'aptitude à la reconnaissance des signaux non-verbaux. Un être humain a un certain nombre de muscles sur le visage. La colère, les larmes, le chagrin, la joie, que ce soit chez le papou de Nouvelle-Guinée ou chez le New-Yorkais, c'est les mêmes muscles qui se mettent en œuvre. La surprise, la peur, tout ce qui s'imprime dans le visage. Or, on a tous cette aptitude. Ouais. Quoi que vous dise la personne,
même si on n'en tient pas compte de ce qu'on ressent. Notre cerveau enregistre le visage que l'autre vous montre, c'est l'image. Or, la programmation se fait par l'image. C'est ce que font les médias. On vous parle de films, on vous montre des scénarios, films hollywoodiens, Prédiction, 2012 et tant d'autres, qui ne sont que ce qui est en train d'arriver. Puisqu'aujourd'hui, on le voit. Par exemple, la flèche de la cathédrale de Paris qui tombe était représentée depuis toujours, depuis un fameux dessin animé Illuminati, mais même Victor Hugo en a parlé. Croyez-vous, même si on dit qu'il était visionnaire, non, c'était écrit. Et c'est justement en voyant ce simulacre, cette pièce de théâtre, comme dit Billy, que vous, à un moment donné, vous ne pouvez qu'en rire. Et vous n'êtes plus soumis à votre personnage. Alors qu'on le prenne par les cristaux, comme je disais, par la danse du ventre, par des canards, par des explications, par n'importe quoi, on aboutit toujours au même résultat aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est comme si tout ce que j'avais étudié, si vous voyez, qui ne sert plus à rien aujourd'hui, sur les neurosciences, sur l'énergétique, sur la psychologie, est simplement un point d'appui qui va venir insister, qui est la démonstration de comment ça se passe. Non pas pour vous, mais pour tout être C'est une humain. démonstration rationnelle, on va dire. Le fait de le voir. Oui. Accepter de voir, non pas de comprendre, Voilà. laisser les choses se dérouler, et vous ne pouvez que les traverser. Voilà. Puisque c'est inéluctable. C'est quoi ça? Gérard, il voulait poser une question, Jean-Luc. Ah non, elle est là la C'est question. Gérard qui a posé une question. Non, c'est Gérard. C'est pas les musulmans qui disent c'était écrit. C'est pas qu'ils disent aussi c'est le destin. Oui, bien sûr. Donc Oui. ça rejoint ce que tu. Ce que je vous dis, la création, la totalité de la création, pas ce monde, est un rêve. Ça n'a jamais existé. Quand on emploie l'expression rêve, c'est bien évidemment par rapport à la similitude totale entre le moment où tu es réveillé et le moment où tu dors, physiquement. C'est la même chose. Ça n'existe pas. Vous n'existez pas. Donc on subit. Ouais. Vous suivez un rêve, des lignes de temps, des lignes d'espace. Il n'y a qu'une seule particule dans la création qui a fait tous les chemins possibles, qui s'est produit à ce qu'on appelle l'instant initial. L'esprit de Dieu flottait sur les eaux, si on veut. Enfin bon, peu importe, on peut appeler ça comme vous voulez. Mais tout ça n'existe pas. C'est une vaste escroquerie. La conscience, comme disait Didier et comme je l'affirme, c'est une maladie. Comme tu as dit tout à l'heure que, tu avais pris cet exemple-là, qu'une femme qui a été violentée dans son enfance, après va retrouver régulièrement des gens, enfin des hommes violents aussi. Voilà, mais on ne peut pas dire qu'elle aime ça. Mais pas du tout, au contraire, elle s'y oppose. Oui. Tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. Mais c'est par ça qu'on est piégé. C'est-à-dire quand on a vécu dans l'apprentissage un mythe fondateur avec quelque chose de dysfonctionnel, je te l'ai dit, c'est un système de programmation, c'est un système d'exploitation. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu ne peux pas l'éviter. Alors bien sûr, l'ego va se rebeller en disant je vais comprendre, je vais effacer cette mémoire, je vais aller voir dans mon passé, je vais pardonner. Ouais, ça. Anime, ça marche. L'ego, Non. c'est juste l'ego qui croit. Vous êtes enfermés, on est enfermés même dans nos structures, même subtiles. Regardez, on parle du corps physique, du corps éthérique, du corps astral, du corps mental et du corps causal. Mais au-delà du corps causal, il y a autre chose. Ce qu'on sait déjà, qu'on appelle l'atome germe, qu'on appelle l'atome spirituel, l'atman, le brahman, la goutte rouge, la goutte blanche des Tibétains. Et pourtant, on continue, parce que ce n'était pas possible de vivre avant. La couche causale, c'est quoi? C'est la ceinture de Van Allen qui nous enfermait. C'était plus bas le système de contrôle du mental humain, qui était contrôlé par des injonctions comportementales liées à l'image, et aussi au bâtiment. C'est un maillage archontique binaire, c'est une matrice binaire. Comme on dit, Matrix n'est pas un film, c'est un documentaire, c'est la stricte vérité. Et ça va bien plus loin que ça, parce que tous les plans manifestés, même les plans les plus près de la source, font partie du rêve. Et ils sont déjà en nous. Tout ça, c'est du pipeau. Et quand on dit il faut se réveiller, c'est ça. Et aujourd'hui, comme le simulacre se confond avec le sacré, où que vous regardiez, en vous, dehors, sur la scène du monde, dans les interactions du monde,
vous ne pouvez qu'aboutir à cette conclusion. Elle est inexorable. Comme disait Lily, ce qui passe n'est pas éternel. Enfin bon, je l'ai dit aussi tellement de fois. Mais là, on a les explications. Mais les explications ne suffisent pas. On le vit à tous les niveaux. Donc... Non, c'est pas compliqué. Non, si, c'est compliqué parce que là, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la femme qui régulièrement retrouve quelqu'un qui est méchant, hein, alors on va lui dire accepte. Oui, aujourd'hui, oui. Mais elle n'acceptera pas pour autant. Et sois amoureuse. Non, si toi tu es en amour agapé, tu es le temps zéro, tu n'as même plus besoin de dire accepte. Tu lui prends la main et tu dis rien, et elle soit guérie. C'est là le miracle. Je le vois bien dans tout ce qui se passe tous les jours, plus que les centaines de soins qu'on me demande. C'est la vérité. Tous les engrammes sont balayés, c'est-à-dire que le système de programmation du noyau central, c'est la fin du rêve d'immortalité, c'est la fin du mythe d'immortalité, c'est la fin de ce que Anzieu appelait le moi-peau. On considère que c'est moi et que la limite de mon corps, c'est mon identité. Tu n'as aucune identité, c'est un rêve.